Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Alors, Kubernetes. On sait que c'est puissant, mais on sait aussi que c'est complexe. L'idée ici, c'est de voir comment on peut transformer cet outil en 5 grandes étapes pour en faire bien plus qu'un orchestrateur, une véritable plateforme qui accélère le métier. Voilà la vraie question. Le but du jeu, ce n'est pas juste d'utiliser Kubernetes, c'est de le faire disparaître, de masquer toute sa complexité pour que les équipes de développement puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'innovation. Tout commence par les fondations. La première couche d'abstraction, c'est le platform engineering. On cherche ici à construire une base solide, standardisée, pour que tout le monde puisse déployer des applications de la même manière, simplement, peu importe l'infrastructure qui se trouve en dessous. Cette phrase résume parfaitement la situation de départ pour beaucoup d'équipes. Ce sentiment de se battre contre son propre outil au lieu de l'utiliser. Eh bien, le platform engineering, c'est justement la réponse pour mettre fin à ce combat. Le point clé, c'est vraiment de créer une plateforme interne en libre service. On va offrir une expérience unifiée qui abstrait complètement les détails de l'infrastructure. Concrètement, les développeurs ne provisionnent plus des serveurs, ils consomment des services, une base de données, un bus de messages, sans avoir à soucier de la complexité sous-jacente. Une fois qu'on a ce socle unifié, on passe à l'étape 2. On automatise tout. L'objectif, c'est que chaque déploiement, que ce soit pour l'infrastructure ou pour les applications, devienne un non-événement, rapide, fiable et totalement reproductible. Le cœur de cette automatisation, c'est le pipeline CI/CD. C'est lui qui prend le code d'un développeur et le transforme en une application qui tourne en production. Le tout de façon contrôlée. Chaque modification va déclencher une série de tests, de validations, puis de déploiements. C'est la garantie d'une grande cohérence. Et avec le GitOps, on pousse cette logique d'automatisation encore plus loin. Git devient la seule et unique source de vérité. L'état désiré de tout le système est décrit dans des fichiers qui sont versionnés. Ensuite, des agents, comme le très connu Argo CD, vont s'assurer en permanence que l'état réel du cluster correspond bien à ce qui est déclaré dans Git. Ça apporte une traçabilité totale et ça réduit drastiquement les erreurs humaines. Bon, notre plateforme est automatisée, c'est super. Mais est-elle sécurisée? C'est le niveau 3. L'idée, c'est que la sécurité ne doit plus être une rustine qu'on ajoute à la fin. Elle doit être intégrée, automatisée dès le début du processus. C'est ça, le DevSecOps. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour bien sécuriser, il faut d'abord bien observer. Les plateformes modernes combinent l'observabilité et la sécurité. Elles analysent en temps réel le comportement des applications, qui parle à qui, quelles ressources sont consommées, pour détecter des menaces actives et pas seulement en se basant sur des scans de vulnérabilité statiques. Et pour Kubernetes, ce concept s'incarne dans le KSPM, le Kubernetes Security Posture Management. C'est un système qui va scanner en continu la configuration de tous les clusters pour la comparer à des standards de sécurité, comme ceux du CIS par exemple. Il va automatiquement lever des alertes en cas de mauvaise configuration, qui sont, on le sait, une source majeure de failles de sécurité. Ce cycle illustre bien la philosophie. On décrit les règles de sécurité sous forme de code, on les intègre dans le même pipeline CI/CD que l'application et on vérifie leur application à chaque étape. On parle de shift left. On déplace la sécurité le plus tôt possible dans le cycle de vie du développement. Au 4e niveau, on s'attaque à un autre enjeu majeur, l'efficacité. La plateforme doit s'adapter toute seule aux variations de charge. C'est crucial, à la fois pour garantir la performance et pour optimiser les coûts. C'est là que l'autoscaling entre en jeu. Kubernetes nous offre nativement 2 mécanismes pour ça. D'un côté, le HPA, l'Horizontal Pod Autoscalaire. C'est le plus classique. Quand la charge augmente, il ajoute des instances de l'application. De l'autre, le VPA, le Vertical Pod Autoscalaire, qui est plus subtil. Lui, il ne change pas le nombre d'instances, mais leur taille. Il ajuste la quantité de CPU ou de mémoire allouée à chaque pod. On voit bien comment ça marche ici. Le VPA observe la consommation réelle des pods, l'analyse et va recommander ou même appliquer de nouvelles limites de ressources. C'est absolument fondamental pour lutter contre le gaspillage qui peut coûter très cher sur de grands environnements. Et là, on a un exemple de HPA très parlant. On voit qu'on ne se base plus seulement sur l'usage du CPU. Ici, on scale en fonction d'une métrique métier bien plus pertinente, le taux d'utilisation du GPU. La règle est simple, si l'utilisation moyenne des GPU dépasse 75%, on ajoute automatiquement des répliques, jusqu'à un maximum de 3. C'est ça, une élasticité intelligente. On arrive à la dernière couche, la plus avancée, l'autonomie. L'idée, ce n'est plus seulement d'automatiser des tâches, c'est de construire une plateforme capable de se comprendre, de se diagnostiquer et de se réparer toute seule.
C'est toute la promesse de ce qu'on appelle les systèmes self-healing ou autoréparateurs. On passe d'une automatisation qui réagit à des événements à une remédiation qui devient proactive, voire prédictive, souvent grâce à l'intelligence artificielle. Le fonctionnement repose sur ce cycle en 4 temps. C'est une boucle de rétroaction continue. L'observabilité collecte la donnée brute. L'IA l'analyse pour en extraire du sens, pour détecter des anomalies. Un moteur de décision choisit la meilleure action à entreprendre. Et enfin, des outils d'automatisation l'exécutent. Le système apprend et s'améliore à chaque cycle. Des projets comme Fred nous donnent un aperçu de ce futur. Ce n'est pas une grosse IA monolithique qui ferait tout. Non, c'est une approche bien plus fine, basée sur un système multi-agent. Chaque agent est un expert dans son domaine. Un pour la sécurité, un pour la performance, un autre pour l'optimisation des coûts. Ils collaborent pour analyser le cluster et proposer des actions. La recherche va même encore plus loin. Des frameworks comme Karma, par exemple, créent des jumeaux numériques du cluster pour entraîner des IA via de l'apprentissage par renforcement à gérer des situations extrêmes comme des pannes ou des attaques. On voit aussi des techniques d'apprentissage fédéré émerger pour entraîner des modèles sur des données issues de plusieurs clusters sans jamais avoir à centraliser ces données, ce qui est excellent pour la confidentialité. Finalement, la question de fond, c'est celle-ci. En gravissant ces 5 niveaux d'abstraction, le platform engineering, l'automatisation, la sécurité intégrée, l'élasticité et enfin l'autonomie, on change complètement la nature de Kubernetes. D'un centre de coûts complexe à opérer, il devient une plateforme vivante, résiliente, intelligente. Un avantage stratégique qui permet d'innover plus vite et avec plus de sécurité.